Bonsoir chers Camerounais, comme d'habitude. Nous voici arrivés à une phase assez délicate de notre vie et de notre chère patrie, qui est le Cameroun, qui nous rassemble tous et qui est cher pour nous. Après 37 années d'amour pour un régime sanguinaire, dictatorial, qui n'a pitié pour personne, nous voici donc arrivés à un niveau de vie où nous devrions prendre certaines décisions et surtout faire ce qu'on devait faire depuis longtemps. Chers Camerounais, je vous dis toujours souvent que l'heure est au bilan. L'heure est au bilan. Je vais faire mon direct aujourd'hui sur 5 volets. Premier volet, je vais parler des enfants abandonnés à eux, sans suivi ni rien. Deuxième volet, je vais parler de la pétition. Troisième volet, je vais parler de l'assaut final à Bruxelles. Quatrième volet, conseil aux aînés de la résistance. Et cinquième volet, comment faire pour garder la flamme du combat. Chers Camerounais, par moments nous sommes laxistes. On s'oublie. Mais on oublie que nous avons affaire à un régime assez coriace qui ne blague avec personne. Ce régime est là rien que pour lui. Rien que pour lui et non pour quelqu'un. Essayez de partager la vidéo. Comme ça, on va essayer de voir comment avancer. Comme ça, nous verrons comment avancer. Le sujet est tellement si long que je ne pouvais même pas m'hasarder à me mettre à recopier tout seul. Partagez comme vous pouvez. Vous savez, chers Camerounais, suite à la décision, à la volonté manifeste du gouvernement camerounais de condamner à perpétuité M. Ayoub Tabet et certains nombre d'événements seront constatés dans les zones anglophones, en particulier celui du déplacement massif des populations des zones anglophones pour la zone francophone. Vous-même, vous le constatez. Beaucoup d'enfants se sont déplacés de la zone anglophone pour la zone francophone, auquel personne ne dit rien. Je ne sais comment je pourrais appeler ça. Je pourrais appeler ça en quelque sorte un silence complice. J'appellerais ça un silence complice de la part des francophones, de certains francophones. Parce qu'il y a certains qui se lèvent, certains font semblant de ne rien voir. Et ça écœure beaucoup. Parce que ça pouvait être vos enfants qui se trouvent dans cette situation. Il ne faut pas attendre quand c'est chez toi pour crier au secours. On crie au secours même quand c'est pour le voisin. C'est ça qu'on appelle le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est de pouvoir porter la charge et le poids de la douleur de ton voisin. La charge et la douleur de ton voisin. Mais quand on ne peut pas le faire, ça veut dire il n'y a pas ce qu'on appelle le vivre ensemble. Chers Camerounais, ce silence complice, ça va nous créer beaucoup d'ennuis avec le temps. Parce que c'est avec le temps qu'on saura qu'il fallait agir quand c'était encore en zone anglophone. Qu'on n'attende pas quand c'est chez nous pour pouvoir agir.
Parce qu'on dit souvent, ça commence toujours par les pieds, après ça grimpe. Comme ça commence par la tête, après ça descend, ça prend le cœur, etc., etc. Chers Camerounais, je vous dis souvent, l'heure n'est plus au bilan. Non, pardon, l'heure est au bilan. L'heure n'est plus à l'amusement autant pour moi. L'heure n'est plus à l'amusement. Je remarque au fur et à mesure qu'il y a assez de laxisme et de blagues dans tout ce que nous sommes en train de faire. Mais je demande à plusieurs et tous les leaders de la résistance d'avoir assez beaucoup de maturité pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Et s'il n'y a pas maturité, il y a danger. Cher peuple camerounais. Vous voyez ces enfants qui quittent de la zone anglophone pour la zone francophone, ils se retrouvent dans un cadre qui n'est pas les leurs, qui ne sont pas habitués. Et vous savez ce que ça peut créer dans le cerveau de chaque enfant. Vous savez ce que ça peut créer dans le cerveau de chaque enfant. Chères femmes, chaque jour je m'adresse aux femmes d'abord. Parce que les hommes, je dis, viendront après. Chères femmes, imaginons-nous dans cette posture, dans cet état, que nous sommes dans la brousse et nos enfants, on ne sait même pas par où ils se trouvent. Les enfants, les tout petits bébés, les enfants de 5 ans, les enfants de 10 ans, les enfants de 15 ans, se retrouvent comme ça dans la rue, à la merci. À la merci. Cher peuple camerounais, les anglophones n'ont rien fait pour mériter ce sort. Les anglophones n'ont rien fait, je vous le dis en vérité et en vérité. Si nous ne pouvons pas être assez matures, sachez que ça va nous arriver. Parce que c'est en train de grimper doucement, doucement, doucement. Ça va arriver en zone francophone. Et le moment que ça arrivera, on dira, si on savait que le gouvernement dit toujours, on va se retrouver au village de si je savais. C'est maintenant que nous devions tous nous mobiliser. Je sais qu'il y a la peur et tout, mais que tous les combattants qui sont dans le monde entier essayent de parler une même langue, essayent de se comprendre, essayent d'oublier leur vampirisme et qu'on avance. Je sais que ce n'est pas facile, mais on doit y arriver et on va se faire à cela. Parce que si on ne se fait pas, on ne veut pas s'y mettre, ça veut dire qu'on ne va pas arriver à l'édifice. Cher peuple camerounais, ces enfants n'ont pas de quoi manger, n'ont pas de logement, n'ont pas de vêtements, n'ont personne. Ils sont tout seuls. Imaginez-vous, vous-même des grandes personnes, quand vous arrivez dans un nouveau pays, si vous n'avez personne pour vous accueillir, vous voyez à quoi ça ressemble. Vous voyez à quoi vous êtes livré. Vous êtes livré à la merci de quelqu'un qui va vous prendre et faire de vous ce qu'il veut. Pourtant, s'il y avait quelqu'un pour vous recevoir et pour vous orienter, rien ne pouvait vous arriver. Cher peuple camerounais, les anglophones et les francophones sont les enfants d'une même mère et d'un même père. Cessons de nous voiler les yeux. Les anglophones et les francophones, ce n'est pas le Cameroun et le Nigeria, ou le Cameroun avec la Centrafrique, ou le Cameroun avec le Gabon qui sont en train de faire cette bataille. Ce sont les enfants d'une même nation. Et si nous restons tranquilles et on se tait face à cela, ce silence complice qu'on passe le temps à faire, ça veut dire que
Le sang de tous ces enfants montera à jamais sur nos têtes. Le sang de ces innocents, je vous l'assure, essayons de revoir notre manière de faire. Cher peuple, chers frères, essayons de revoir comment est-ce qu'on peut mener à bon point ce combat sans tiraillement, sans guerre de je suis, sans tout cela. Vous allez voir vous-même comment ça va aller posément et bien, peuple camerounais. L'heure n'est plus à la rigolade. Après la condamnation de M. Ayouta Bet, vient le tour du président élu, je vous assure. Si on continue toujours à faire ce laxisme enfantin que nous passons souvent le temps à faire, les guerres qui ne nous apportent ni 1 euro, ni 2 euros, on n'y arrivera pas. Si on peut laisser nos orgueils de côté, avancer, finir d'abord le combat, cher peuple camerounais, on aurait gagné. Et c'est sur ça que, je vous assure, le tyran connaît très bien son peuple. Il sait, pour lui-même, il se pose des questions. Comment se fait-il cette résistance dure encore, même jusqu'à 9 mois? Parce que lui, il savait, ça ne pouvait jamais faire même 2 mois. Parce qu'il connaît le peuple camerounais, comment nous sommes laxistes. Et c'est avec ça qu'il nous tient. C'est avec ça qui nous a tenus depuis 37 années aujourd'hui. C'était ça. Cher peuple, oublions nos égos. Oublions nos égos. Pensons à ces innocents qui sont en train de croupir. C'est quitter d'abord des jeunes filles qui se faisaient prostituer pour 1500 francs CFA. Pour les petits garçons, qu'on doit les ramasser pour aller les vendre ou couper leur tête ou je ne sais pas quoi. À la merci des pédophiles. Je vous assure, cher peuple, essayez de partager, continuez à partager, redoublez le partage. Redoublez les partages. Ces enfants sont issus des parents comme nous. Des femmes comme nous. Ces enfants, on les a poussés, on les a portés 9 mois dans le ventre. Chères femmes, si nous ne faisons rien, ça veut dire que notre silence complice jouera un grand tour à notre défaveur, je vous assure. Ça ne nous aidera pas. Ça ne nous aidera pas. Ça, c'est notre premier volet du thème de la soirée, du débat de la soirée. C'est ces enfants, ces pauvres innocents qui sont à l'heure actuelle abandonnés à eux au Cameroun. Essayez de partager. Nous allons passer au deuxième volet. Comment faire, première des choses, pour essayer d'avancer les choses. Ça, c'est le deuxième volet. Cher peuple, comment faire pour avancer? Cher peuple camerounais, on vous a mis une pétition. Une pétition sur la toile, ça circule. Quelle que soit la pétition que vous voyez sur la toile, essayez d'abord de cliquer et signer pour l'avancement de tous les projets. Essayez de cliquer et signer. Adonnez-vous à fond à cela. C'est ça qui va nous sortir de cette merde. C'est ça qui doit aller au niveau de l'Union européenne. Que la pétition, au moins, on trouve au moins 1 million de signatures. 1 million de personnes qui ont signé. Ça va nous avantager. À quoi nous sert d'abord la pétition? À quoi nous sert d'abord la pétition?
À quoi nous sert la pétition, cher peuple camerounais? S'il y a quelqu'un qui peut me mettre le lien de cette pétition pour que j'essaie d'abord d'épingler. À quoi nous sert cette pétition? La pétition sert à quoi, cher peuple camerounais? La pétition nous aide à ce que on gèle les devoirs, c'est-à-dire compte bancaire et maison des membres du gouvernement camerounais. Parce qu'avec le nombre de personnes qui signent la pétition, ça va faire en sorte que nos doléances soient prises en compte. Cher peuple camerounais, quand vous voyez une pétition, quel qu'en soit où ça vient, essayez de signer, lisez et vous signez. Ne passez pas dessus. On ne doit pas faire une guerre qu'on court, on ne sait pas où on va. On ne peut pas faire, on ne peut pas dire, on fait une résistance et le peuple ne donne pas aussi son aval pour qu'on continue. Donc, voilà à quoi sert la pétition, d'abord numéro 1. Dans le gel des avoirs, c'est-à-dire compte bancaire et maison des membres du gouvernement camerounais. Voilà d'abord le petit 1. Interdiction de visa aux membres du gouvernement camerounais. Voilà la deuxième des volets que la pétition sert. J'ai épinglé, je crois bien. J'ai épinglé. C'est ça. La pétition est épinglée là-bas. Essayez de lire vous-même cette pétition-là. Le numéro 3, la pétition sert encore à quoi? Ou je vais reprendre. La pétition, le numéro 1, le gel des avoirs comme compte bancaire et maison des membres du gouvernement camerounais. C'est ça que la pétition peut nous amener à avoir comme gain. Le numéro 2, interdiction de visa aux membres du gouvernement camerounais. C'est le 2. Ça, la pétition. Le numéro 3, stop à la coopération économique avec le gouvernement camerounais. C'est ça toujours que la pétition nous donne comme avantage. Plus vous signez cette pétition, plus on avance avec notre résistance. Cher peuple camerounais, c'est vous qui allez aider les Camerounais. Nous-mêmes, nous allons nous aider à avancer avec cette résistance en faisant des trucs concrets et à l'heure concrète. Donc, les trucs concrets comme il le faut et au moment opportun, quand on vous demande, vous faites seulement parce que c'est ça qui nous fait avancer. Ça n'apporte pas de l'argent, ce n'est pas peut-être un litchi ou quoi que ce soit, c'est une pétition, tu signes juste. Tu n'as pas besoin de mettre ton vrai nom, mais signer au maximum. Tu n'as même pas besoin de mettre ton vrai nom, mais mets le nom que tu peux, tu signes. Ça fait gonfler le nombre de signatures et c'est très bien pour nous, cher peuple camerounais. Avançons. Avançons, cher peuple camerounais. Avançons. Avançons. Cher peuple camerounais, le 7, c'est l'assaut final au niveau de Bruxelles. Le 7 prochain, c'est l'assaut final au niveau de Bruxelles. Je reviendrai encore pour les enfants. Pour les enfants, je reviendrai vous dire encore donner quelques détails. Le 7, c'est l'assaut final à Bruxelles. On a besoin d'au moins 200 000 femmes. Je dis bien au minimum 200 000 femmes au niveau du Parlement européen, de l'Union européenne. Je ne sais pas si c'est le Parlement ou l'Union,
essayez de m'écrire là-bas parce que je vois des gens qui peuvent bien m'édifier là-dessus si j'ai fait erreur. Donc, ça veut dire quoi? Le 7, on a besoin d'au minimum, d'au moins 200 000 femmes pour la marche du 7. Chères femmes, ça pèse beaucoup plus sur nous, je le sais. Mais si on est déterminé, on va libérer notre pays. Si on est déterminé, on va libérer notre pays. Chères femmes, c'est nous qui avons le dernier mot. Et tout ce que femme veut, Dieu exauce comme la lettre à la poste. Chères femmes, n'attendons plus. Ce sont nos enfants qui sont dans la rue. Ce sont nos enfants, les enfants de nos sœurs qui sont dans la rue. Chères femmes, ces membres du gouvernement, ils ont mis au frais leurs enfants, c'est-à-dire dans le bonheur et tout. C'est nos enfants qui souffrent en longueur de journée. Et c'est à nous de nous lever, chères femmes. C'est à nous de dire stop à ce génocide-là. Parce que ce n'est pas un seul homme qui va mettre à feu et à cendre notre pays que nous aimons tous, le Cameroun. Mais chères femmes, je vous assure, si on se lève, on est dans la rue, 200 000 femmes. Le gouvernement européen, eux-mêmes, ils vont dire que non, c'est trop. Il suffit seulement que nous sortons 200 000 femmes. Laissons d'abord les hommes à côté. Mettons-nous devant, chères femmes. Nous sommes des lions. Nous sommes des lions, femmes. Nous sommes des lions. Et c'est les lions qui avaient libéré la France que vous voyez là. Ce n'était jamais les hommes. C'était les femmes. Ok. Là, je vais donner un petit conseil aux aînés de la Révolution. Pardon, excusez-moi. Vous savez, c'est un sujet assez délicat pour moi. Que, en fait, c'était pas un thème à aborder. Mais, je vais essayer. Donc, je parle de l'affaire de prof Patrice Ghana contre prof Nyamsi Wa Cameroun. Moi, je parle actuellement au nom du mouvement Corps et moi-même en personne. Je suis quand même la communicatrice du mouvement Corps. Le mouvement Corps, par ma présence, par ma voix, aimerait faire savoir qu'il s'agit ici de deux grands leaders de masse parmi ceux que compte notre révolution. Notre révolution compte d'abord sur ces deux personnes. Ne l'oubliez pas. Notre révolution compte sur ces deux personnes. Et que nous avons besoin d'eux en santé. La révolution a besoin du professeur Ghana. La révolution a besoin du professeur Nyamsi. Et surtout en santé. Donc, c'est pour dire quoi? À part faire l'apaisement entre les deux, il n'y a pas question que l'autre est plus fort que l'autre. Tous deux sont nos héros, sont nos grandes personnalités. Les derniers épisodes sous la toile, ça nous ébranle, ça nous a fait un peu du mal et tout. Nous les aimons tous. Moi particulièrement, je n'ai pas de parti pris. Vous allez m'excuser de lire pour vous dire, parce que c'est assez délicat pour moi. Ce n'est pas les gens que je veux parler comme de l'amusement, non. Ce n'est pas des gens que je veux ruciférer contre eux deux, non. Loin de là, je n'ai pas cette permission.
Ce sont des grandes personnes, des grandes figures de notre révolution. Parce que notre révolution a besoin de gens comme eux. Ne l'oubliez pas. Il faut courir. Quand on court, on se retourne encore, on regarde la distance qu'on a fait derrière. On ne court pas pour courir. Ces deux grandes personnes que je ne pourrais m'amuser à dire du n'importe quoi. Franchement, pardonnez-moi, je vais continuer à lire. Et chacun d'eux a son rôle à jouer et ne saurait faire au mieux le rôle de l'autre, si ce n'est l'accompagner ou l'encourager au mieux dans sa lutte, dans son champ d'action, dans ce qu'il sait faire le mieux. Et oui, voilà ce que Corps m'a demandé par ma présence de dire à ces deux aînés et leur donner les doléances, leur demander de faire la paix parce que nous avons besoin d'eux. Nous avons besoin d'eux en santé et vivants. Et chers Camerounais, quand vous voulez faire les commentaires concernant ces deux personnes, ces deux grandes figures de la révolution, faites très attention à vos doigts. N'écrivez pas par fantaisie. Évitez cela, je vous en prie, pour le bien de la révolution. En vérité et en vérité. Ça, c'est pour le bien de la révolution. Parce que ce sont ces deux qui orientent et qui donnent la donne. Et qui donnent je ne sais pas, le punch à cette révolution. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Ok. Chers grands frères, excusez-moi d'écorcher et parler parce que je n'ai pas ce droit, mais c'est juste une manière de vous dire je vous aime et que vous essayez de faire la paix entre vous deux. Merci. Je continue la suite. Comment faire pour garder la flamme de la révolution, cher peuple? Comment faire pour garder la flamme de la révolution? Pour garder la flamme de la révolution. Pour garder la flamme de la révolution, c'est de se mettre à la place d'abord de ceux qui souffrent dans le nozo. Plus vous vous mettez à leur place, parce que ça doit arriver chez nous. Ne croyez pas que c'est seulement chez eux. C'est en train de venir doucement, 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 doucement. Parce que le régime en place n'est pas là pour nous. Ils sont là rien que pour leurs intérêts personnels. Et pour garder la flamme de la révolution, il faut que nous soyons unis. Que nous soyons amour dans le cœur. Nous prenons le problème de l'autre comme pour nous-mêmes. Nous n'attendons pas qu'on vienne cogner nos têtes. Tu ne vois pas ce qui se passe là-bas. Tu ne vois pas ce qui se passe là-bas. C'est ça qu'on appelle le vivre ensemble. Là, je vais me reposer. Je vais prendre quand même quelques personnes. Je vais prendre quelques personnes. Et puis, je vous reviens pour la fin. Je vais prendre quelques personnes. Le général, j'étais épinglé. Le général, j'étais épinglé. J'espère que tu peux prendre... Tu peux passer, mon général. Bonsoir, mon général. Bonsoir, brave combattant. J'espère que tu me vois. Bien, je suis dans la voiture. Je te vois, mon général. Oui, je suis content de tout ce que tu fais, du travail que tu abats. Et je dis vraiment courage et félicitations parce que c'est un travail merveilleux. Nous continuons à entretenir la flamme du combat. Félicitations pour toi. Merci encore pour ce travail titanesque que tu bats. J'ai aimé beaucoup la structure de ton live parce que je me suis retrouvé quelque part un peu là-dedans. C'est un live vraiment pédagogique. Tu es allé point par point et tu as expliqué chaque point et expliqué chaque thème. C'est très puissant. C'est comme ça et c'est en ça que Corps
Le mouvement corps se différencie et veut marquer la différence avec tout ce qui existe déjà dans le monde de la révolution. Nous ne prétendons pas par là que nous sommes meilleurs, mais nous voulons par là copier le président élu, c'est-à-dire viser en toutes choses et en tout temps l'excellence. C'est de ça qu'il est question. Nous sommes très contents encore. Je veux saisir l'opportunité que tu me donnes dans ton live, brave combattant Raïssa, pour appeler les Camerounais. Je ne vais pas intervenir sur 3 points. Premier point, je vais d'abord parler de la pétition que nous avons lancée. Ensuite, je vais revoir l'actualité, les faits d'actualité, c'est-à-dire les mouvements de déplacement des populations de Bamenda, du Nozo vers les grandes villes, c'est-à-dire Yaoundé, Douala et tout le reste. Et enfin, je vais parler de l'assaut de Bruxelles. Premier point sur la pétition. Je vais rappeler au peuple camerounais, au peuple de la résistance, qu'il a été mis sur pied une pétition ô combien intéressante. Je dis bien ô combien intéressante. Cette pétition a été lancée par les députés allemands et le mouvement corps et 3 des députés allemands, européens allemands qui siègent au Parlement allemand, mais qui sont des eurodéputés, c'est-à-dire des députés européens. Il faut que les gens comprennent que cette pétition vise 2 objectifs premiers. Premier objectif, c'est remettre le problème du président élu au cœur de l'Union européenne. Deuxième mouvement, deuxième objectif de cette pétition, c'est pousser l'Union européenne à arriver au niveau des sanctions. Parce qu'après les résolutions, les sanctions n'ont pas encore été prises parce que le gouvernement central de Yaoundé n'a jusqu'à ce jour pas obtempéré, a refusé d'obéir et d'appliquer les résolutions de l'Union européenne, d'où l'urgence des sanctions. C'est pour ça que cette pétition que nous avons mise en ligne. Envoyez les cœurs, c'est en train de signaler. Envoyez les cœurs. Je le réitère encore ici, cette pétition vise. Envoyez les cœurs au maximum. Oui, elle vise à pousser l'Union européenne à sanctionner le Cameroun. Je dis bien sanctionner le Cameroun. Et nous avons entrevu, nous voulons un minimum de 400 000 signatures. 400 000 signatures. Si nous atteignons le cap des 400 000 signatures, je vous assure, nous allons faire quelque chose de magique. Et nous pouvons encore, il suffit que tous les leaders, tous les représentants des forces vives de la révolution se penchent sur cette pétition et la signent urgemment. J'ai vu, entre guillemets, en parallèle, que la brigade anti-Sardina France avait, comme nous le disions également, lancé après nous une pétition. Il faudrait qu'on soit un peu discipliné. Oui, mon général, ils ont lancé une pétition, mais cette pétition, c'était par rapport à leurs actions qu'ils avaient menées il y a 2 jours. Ce n'est pas pour les mêmes causes, cette pétition. D'accord, merci pour l'éclaircissement, j'ai compris. Et j'invite donc tout le peuple camerounais, tout le peuple de la résistance à signer les différentes pétitions, à signer toutes les pétitions, que ce soit la pétition lancée par le mouvement corps, que ce soit la pétition lancée par la brigade anti-Sardina. Je rappelle aux uns et aux autres ici que nous ne sommes pas en antagonisme. Nous travaillons ensemble pour le bien de la révolution. Nous œuvrons pour que cette révolution aboutisse. Voilà les buts que nous nous sommes assignés. Voilà les motivations que nous avons, c'est voir le tyran Biya chuter. Et il y a aussi, je vais rappeler un fait d'actualité simple. Il y a le président Paul Biya qui est le président déchu, bien sûr, Biya, c'est-à-dire l'usurpateur, le voleur, le bandit, le président illégitime, je le dis encore, qui va aller au sommet au TICAD, c'est-à-dire au Japon. Et puis, on a vu des mouvements. Ne cédons pas à la distraction. Il y a des endroits où on peut poursuivre le tyran. Il y a des endroits où ça ne sert à rien de s'égosier. Si les gens se lèvent au Japon pour poursuivre Biya, d'abord, les étudiants, on peut vous arrêter, vous mettre en prison pour toujours. Ne prenons plus de risques. Soyons très sérieux, soyons méticuleux. Nous pouvons le faire dans des pays disciplinés, dans des pays structurés comme l'Europe, mais ne le poursuivons pas n'importe où. Et puis, je vais encore étayer rapidement un fait d'actualité qui est la position du mouvement corps aussi, dont je suis l'un des leaders. Et ça concerne la venue prochaine de son éminence, l'ancien Photo Victor, qui serait en train d'être évacué pour Paris, pour la France. Donc, j'ai vu aussi que des mots ont été jetés pour le poursuivre et puis disant qu'on va le boycotter. Je crois qu'on n'a pas compris grand-chose. Et je voudrais encore profiter, saisir l'occasion pour rappeler aux uns et aux autres qu'on ne peut pas passer la vie à boycotter tout le monde.
Foto Victor est-il un Sardina? Posons-nous réellement la question. Je dis Yves-Michel Foto, autant pour moi, pas Foto Victor. Foto Victor, c'est un gros Sardina, le père. Mais est-ce que le fils du Sardina est automatiquement un Sardina? Ça, c'est la première question. Deuxième question que le mouvement corps aimerait poser également à l'opinion et au peuple de la résistance, c'est que est-ce que Yves-Michel Foto, compte tenu de tout ce qu'il a vécu, de son parcours que nous connaissons, est-il un Sardina? Ça, c'est la question. Est-ce que les victimes d'un système sont pour autant des Sardinas? Est-ce qu'on ne gagnerait pas à la voix de notre côté pour que sa langue se délie et qu'il nous dise des choses terribles dont nous avons besoin pour continuer à mener ce combat? Il est temps pour nous, dans la révolution, d'avoir des alliés, de penser aux reconvertis, ce qu'on appelle dans toute stratégie de révolution les reconvertis, parce que les informations se gagnent par les reconvertis. C'est des gens reconvertis, c'est-à-dire qui ont tourné le dos à l'autre camp, qui peuvent nous dire exactement quelles sont les stratégies et qu'est-ce que le camp d'en face compte faire et veut faire. Ça, c'est très important. N'allons pas boycotter les gens simplement pour le désir et le plaisir de boycotter. Moi, de ce qui est ma personne. Je ne parle pas au nom de corps parce qu'en interne, on n'a pas encore statué sur le problème, mais de moi-même, mon point de vue personnel, je pense que Yves-Michel Foto n'est pas un Sardina. Il n'a jamais été un Sardina. C'est quelqu'un qui était à la tête des entreprises de son papa, qui est cette Sardina, mais qui a travaillé normalement et a été appelé à la Camer pour sauver la Camer. Pour sauver la Camer, mais il s'est retrouvé au milieu d'un imbroglio où il y a eu des détournements et il fallait à tout prix qu'il signe. Son refus lui a valu dans la prison par le clan Boulou. Et voilà donc comment, de la prison de Koningui, il s'est retrouvé entremêlé dans tant d'histoires. En quoi a-t-il été Sardina? Moi, il n'a jamais mangé l'argent du contribuable. Il n'a jamais volé l'argent des impôts du peuple camerounais. Il faut encore bien peut-être qu'on redéfinisse qu'est-ce qu'un Sardina pour que les gens comprennent réellement et véritablement ce qu'il faut et qui il faut boycotter dans cette histoire. Est-ce que le Sardina, c'est celui qui n'est pas révolutionnaire? Est-ce que le Sardina, c'est toute personne qui n'est pas dans la révolution? Là, voilà des questions que Corps voudrait encore lever pour que le peuple de la révolution continue de réfléchir là-dessus. Vous savez, le mouvement Corps a ceci de particulier qu'il pose les questions, il pose les interrogations. Et chaque fois qu'il y a questionnement, chaque fois qu'il y a interrogation, ça veut dire qu'il y a débat. Et lorsqu'il y a débat, ça veut dire qu'il y a progression. Lorsqu'il y a progression, ça veut dire qu'il y a avancement. Et s'il y a avancement, ça veut dire que la révolution se porte nettement mieux. Et voilà ce que Corps peut apporter à cette révolution. Voilà ce que Corps est en train d'apporter à cette révolution. Nous en sommes fiers, nous continuons le combat, nous continuons de lutter, nous continuons de militer. Nous sommes des activistes engagés, déterminés, précieux et foudroyeux. Rien ne va nous arrêter. Biya sera déchu par tous les moyens. Oui, parle ma fille, ma brave combattante. Ok, mon général. Mon général, le débat de Yves Michel Foto, en tant que combattante, en tant qu'activiste, en tant que révolutionnaire, je n'aimerais même pas le voir parce que lui où il est là, si son père a fait, il peut faire un peu de ça. L'enfant du serpent, c'est le serpent. Donc, si on veut le mettre dans les mêmes trucs qu'on a mis son père, qu'on le mette et qu'eux, ils nous rendent compte tous. On ne peut pas compter sur lui, mon général. Si on boycotte, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Si le peuple révolutionnaire a décidé de boycotter qui que ce soit, moi j'ai juste posé une question. J'ai juste élevé le débat. J'ai juste posé la question, est-ce que tout enfant d'un Sardina est automatiquement Sardina? Ça, c'est une question qui mérite réflexion. Ok. Ça, c'est la question. Ok, bon, c'était pour que tu reviennes encore sur ta question. Le deuxième point, non, je ne te pose pas la question. Laisse-moi finir mes points, ma brave combattante. Le deuxième point pour lequel je voudrais parler était... le premier point, c'était un instant, s'il vous plaît, que je recense mes idées clairement. Oui, je devais parler de la pétition. Ensuite, je devais parler des déplacements des populations. Le deuxième point, c'était les déplacements des populations. Nous avons en face de nous un gouvernement non seulement illégitime, mais un gouvernement machiavélique. Il est temps pour nous de comprendre aujourd'hui que Biya a perdu toute la raison d'être dans ce pays et que le clan Gongo, dirigé par la prostituée Chantal Biya, et son cousin
germain dangereux qui semblerait être son show ou bien qui que ce soit son frère, comme on nous le fait croire aujourd'hui, sont en train de diriger le Cameroun vers une posture dangereuse. On ne peut pas continuer de vivre ainsi. Vous voyez des populations camerounaises se déplaçant, fuyant les guerres. Vous voyez des gens qui sont en train de laisser tout ce qu'ils ont pour prendre des matelas, juste une valise, un agent pour partir là où ils sont. Et je vais allumer rapidement pour avoir, oui, des gens qui sont en train de quitter totalement. Un instant, j'ai eu un souci avec la voiture. D'accord, c'est bon. Donc, des gens qui sont en train d'abandonner tout ce qu'ils ont, tout ce qui les a vus naître dans la ville de leur naissance, dans la ville de leur pays, uniquement parce qu'ils sont en train de poursuivre un avenir meilleur, une vie meilleure. Il y a près de 4800 écoles qui ont été fermées. Je dis bien école. Dans école, j'entends lycée, école primaire, école maternelle, université. Tout ça a été fermé. 4800 sont fermés. Il y a 600 000 enfants, près de 700 000 enfants. 700 000 enfants. Donc, on va à presque 1 million d'enfants qui ne savent pas où est-ce qu'elles vont fréquenter cette année, la rentrée scolaire, c'est-à-dire à partir de la semaine prochaine. Et un gouvernement est inerte. Un gouvernement est absurde, abject face à tout cela. Envoyez les cœurs. C'est Jusqu'à très quand allons-nous important. laisser ce gouvernement illégitime continuer de torturer une population? Chantal Biya, prostituée de son état, cette femme avide qui a grandi dans la rue, qui a souffert, comment ne peut-elle pas comprendre les souffrances du peuple camerounais? Comment ne peut-elle pas comprendre les souffrances des gens qui ont eu plus ou moins la même situation qu'elle? Il y a des gens qui peuvent naître avec des cuirs en or, qui peuvent naître dans l'aristocratie. On se dit oui, ils n'ont jamais connu les problèmes du peuple camerounais. Mais elle a souffert. Elle-même mariée à un homme. Ses enfants n'ont jamais grandi au palais. Il faut qu'on le sache, elle connaît. Elle est en train de se venger contre qui? Nous, on connaît que les enfants issus de son premier mariage qu'elle a eu avant d'aller épouser Biya n'ont jamais vécu. Envoyez les cœurs, partagez le direct, envoyez les cœurs. C'est des enfants qui ont toujours grandi avec sa mère. Pourquoi elle peut être aussi méchante? Pourquoi une maman peut être aussi méchante? Une maman qui a accouché 4 enfants sortis de ton ventre. Pourquoi tant de méchanceté? Comment une maman peut être aussi cynique et méchante? Tous ces déplacés, tous ces enfants qui n'ont pas d'endroit où aller, qui n'iront jamais à l'école, dont l'avenir est brisé, les parents sont tués. Pourquoi tant de méchanceté? Toujours parce qu'il faut s'accrocher au pouvoir? Nous ne vous laisserons pas impunis. Chantal Biya, tu ne resteras jamais impuni. Nous pouvons te le dire aujourd'hui. Le peuple révolutionnaire te demandera des comptes. Et si ton mari est guillotiné, tu seras guillotiné avec lui. Si ton mari est exécuté, tu seras exécuté avec lui. Tu es autant responsable que lui. Tu es autant coupable que lui. On ne peut pas faire exception de toi. Ngongo et toi. Paul Biya, vous trois là au moins, vous êtes les 3 premiers bourreaux. Vous êtes les 3 premières personnes qui passeraient sous le supplice du peuple camerounais, où vous serez exécuté ou bien brûlé au bûcher, tant pis, quelle que soit la sentence, mais le peuple sera souverain. Et le président lui ne pourra rien contre ça, parce que la machine de la vengeance que nous allons mettre sur place vous rattrapera à coup sûr, vous rattrapera certainement. Mais nous voulons le dire tantôt que nous sommes en train de lutter. Et la résistance de la lutte jusqu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, elle est pacifique. Nous nous acheminons certainement vers une condamnation du président élu et de toute la coalition gagnante. Cela ne nous fait pas peur. Nous connaissons tous les scénarios envisageables. Nous regardons tout ce qu'il y a lieu de faire, mais nous continuons le combat auprès des instances et des institutions internationales. Nous continuons le combat auprès de l'Union européenne. C'est encore le temps pour moi de rappeler aux uns et aux autres qu'une pétition a été mise en ligne. Signez la pétition. Sur la pétition, vous voyez la photo de Mamadou Mota. C'est une pétition qui demande à l'Union européenne de passer aux sanctions. Si la pétition est signée massivement, d'ici le 7 à Bruxelles, je vous assure, nous serons en même temps reçus par les 0 députés et ils vont comprendre ce que nous voulons exactement. C'est-à-dire, dès le lendemain, ils pourront engager des sanctions contre le gouvernement illégitime de Paul Biya. Et si nous arrivons au niveau des sanctions, nous parlons des sanctions militaires, nous parlons des sanctions économiques et des sanctions militaires. C'est ce que nous avons expressément demandé dans cette pétition. Il ne s'agit pas de donner des cadeaux à Biya, il ne s'agit pas de donner des cadeaux à son gouvernement illégitime, il ne s'agit pas de donner des cadeaux à cette prostituée que nous appelons aujourd'hui première dame illégitime. Nous voulons que le monde entier le sache et ils le savent déjà. Les Allemands ont entérimé cette position. Nous sommes clairs là-dessus. Rien ne sera plus comme avant. Ça, c'est un fait.
Il y a aussi un petit fait d'actualité que je ne vais pas sauter avant de bondir sur le dernier thème qui est l'assaut de Bruxelles. Il y a le cas du jeune combattant Siewe. Siewe est un jeune combattant avec qui nous avons été dans des marches en Allemagne. Il nous a suivis et tout. Beaucoup de choses ont été faites. J'ai suivi l'intervention de l'avocat de Maître Momo l'autre jour qui disait qu'elle pense que les avocats et le peuple allemand n'a pas été informé. Non, 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 c'est une erreur. Nous avons écrit des correspondances aux députés de la ville de Oberbürgermeister, c'est-à-dire le grand-maire de la ville où Siewe réside. Nous avons entretenu des relations avec lui, nous avons écrit, j'ai des correspondances personnelles que nous avons notifiées. Nous avons le peuple allemand, même au ministère des Relations extérieures, ils ont été informés de toute la situation. Mais vous savez, c'est un volet diplomatique. Aucun pays au monde, je dis bien aucun pays au monde ne peut. Il y a le seul pays brutal et arrogant qu'on connaît dans des mesures à se lever pour aller sortir un de ses citoyens, même dans une prison au fin fond du monde, c'est les États-Unis. L'Europe est laxiste. L'Europe a ses atouts, l'Europe a ses actions, l'Europe regarde beaucoup le volet avec ses partenariats. L'Allemagne est certes fâchée contre le tyran Biya, l'Allemagne ne le soutient pas, mais il y a des enjeux que l'Allemagne doit aussi respecter. C'est-à-dire, en matière de diplomatie, on ne se lève pas un matin, on dit que je ne t'aime plus. Même si je ne t'aime plus, il faut bien que je trouve le moyen et la forme de te dire que on ne vivra plus jamais ensemble. Et bien, il peut utiliser Siewe, et c'est ce qu'il le fait, comme monnaie d'échange. Comme monnaie d'échange, il ne libère pas Siewe parce qu'il sait que Siewe est un citoyen allemand. Question pour lui, pendant que les Allemands demandent la libération de Siewe, de pouvoir lever les enchères aussi, de dire, mais maintenant que vous voulez que je vous libère un citoyen allemand, calmez votre position, ne me parlez plus fort, ne soyez moins arrogant avec moi, ainsi de suite. C'est tout ça le jeu diplomatique et le jeu politique. Donc on est dans une sphère où il serait très insensé de dire que l'Allemagne n'est pas au courant. L'Allemagne est très au courant. Il n'y a pas une diplomatie aussi puissante que celle des Allemands. Il faut faire très attention. Mais ils sont aussi pris dos au mur. Ils sont pris sous le marteau de l'enclume, sous les feux de l'essor. C'est pas facile d'aller dans Konengi libérer quelqu'un. On se lève pas un matin, on le fait. Donc il y a tout ça qui joue et nous ne pouvons que continuer à lutter. Déjà, il y a une manifestation à Erlangen, dans la ville où il vit, qui sera prévue, où on va faire une petite démonstration, une petite marche, et puis on va aussi, ses collègues, on a essayé d'interpeller aussi ses collègues, il y aura un sitting là-bas pour faire évaluer son cas, mais très prochainement, il y aura une grande marche qui sera organisée à Berlin, où nous allons nous réunir par centaines de milliers, où il y aura une démonstration de force, hein, avec toutes les troupes que nous allons montrer et envoyer les cœurs. Et rappeler au peuple allemand qu'un citoyen allemand est dans une prison. Donc, que le peuple ne reste tranquille et que ceux qui ne maîtrisent pas ce que nous faisons en Allemagne dans le sens de la diplomatie des couloirs restent encore à l'écart de ça. L'Allemagne, le terrain de l'Allemagne, nous le maîtrisons efficacement et nous le maîtrisons bien. Tous les contacts sont établis, tous les contacts sont arrêtés, tout se passe bien. Et puis, si Siewe devait être libéré, il devait être libéré depuis. Ce problème a été juste, ça a pris juste du temps, mais nous sommes confiants face à la diplomatie allemande et nous sommes confiants face à Dieu. Les choses vont bien et les choses iront très bien. Merci beaucoup pour tout. Merci encore. Merci, 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 mon général. Avant que tu ne me coupes, je vais parler du dernier volet. Ok, mon général. Le dernier volet, c'est au niveau de, je vais parler de Bruxelles. Bruxelles est un moment fort. Il faut qu'on se rende à l'évidence qu'à Bruxelles, nous allons pour marquer un coup de poing dangereux au tyran. Biya doit comprendre que tous les Camerounais se sont levés pour se rendre à Bruxelles et dire notre colère. Notre colère sera dite le 7 à Bruxelles. Rien ne sera plus comme avant après Bruxelles. Désormais, dans l'histoire de la Révolution, il y aura un avant Bruxelles et un après Bruxelles. C'est pour ça que j'aime les grands événements. C'est pour ça que j'aime les grandes dates. Et je veux comme ça dire félicitations, courage, bravoure aux combattants Yves Semon, Marcel Tsangé, tous ceux-là qui, depuis Bruxelles, se sont levés comme un seul homme pour rendre cet événement possible. Marcel Tsangé, toi, le grand frère, je te dis encore chapeau pour l'organisation, chapeau pour les prévisions, chapeau pour tout ce que tu es en train de faire. Nous sommes avec toi. Le mouvement Corps te soutient. La brigade anti-Sardina Deutschland te soutient. Tous les activistes de l'Europe, nous viendrons à Bruxelles et comme un seul homme, nous allons t'aider à rehausser le mouvement de la revendication au plus haut. Nous allons le placer au firmament et en un jour, en une date, c'est-à-dire le 7 septembre, l'Union européenne n'aura Dieu que pour le Cameroun. Une seule adresse,
un seul lieu, une seule destination, les tueries au Cameroun. Bia, tes jours sont comptés. Nous te le disons encore, tes jours sont comptés. Toi, Bia, comprends-nous, le peuple de la résistance est en colère et nous ne te laisserons pas impuni. Merci encore, brave combattant Raïssa. Merci, merci à tous. Merci encore. Merci, le corps vous soutient, corps te soutient, corps est fier de toi et avec corps, nous le savons bien, il y a eu de l'ordre. Bonne Parce que soirée. depuis l'avènement de corps. Merci, brave combattante. Que Dieu te bénisse. Merci, mon général. Bonne soirée. Bonne soirée à mon général. Merci pour son passage. Maintenant, si Bertie Locami est là, j'attends. Bertie Locami. Bertie Locami. Bertie Locami, si tu peux m'envoyer ta demande. Bertie Locami. Bertie Locami, s'il te plaît, écris. Moi, je te prends. Juste un message, je te prends, Bertie Locami. Bertie Locami. Bon, Bertie, comme tu n'es pas là, je prends d'abord ce valeureux combattant qui est de l'autre côté. En attendant, Bertie Locami. Allô? Oui, bonsoir Max. Oui, bonsoir. Est-ce que tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. Oui, déjà, j'aimerais t'encourager pour ce direct édifiant et encourager aussi, Ok, Bertie, dans quelques minutes, je te prends, oui. encourager aussi le général El Chenou qui a tenu à passer pour donner aussi des propos forts pour pouvoir encourager la résistance, toute la résistance, la famille résistante dans ce combat. Et mon intervention sera placée dans le sens de ton direct uniquement sur les points des déplacés du nord-ouest et du sud-ouest actuellement, à la veille de la rentrée scolaire au Cameroun, et ensuite sur le sujet qui se passe actuellement sur la toile qui est d'actualité entre, comme tu l'as si bien dit, ces deux grands professeurs qui sont des éclaireurs de la révolution, de notre révolution. Tu me suis très bien? Je te suis. Oui. Donc, sur le premier point, s'agissant des déplacés, ce que j'aimerais dire, c'est que il faudrait que l'on comprenne que les déplacés, que ce problème soulève, à mon avis, trois conséquences fondamentales qui sont pour moi un sentiment de rejet, un sentiment d'abandon et un exode vers l'inconnu. Le sentiment de rejet, je crois que le professeur Ngana, le full professeur l'avait déjà esquissé dans un de ses directs que j'avais suivi, lorsqu'il essayait de dessiner avec des images une certaine ligne de front construite par M. Antanganji et la ministre tribale, une ligne de front qui devait permettre de tamiser à souhait les anglophones, mais surtout de créer dans la conscience collective des populations de l'Ouest et des zones voisines du Nord-Ouest et du Sud-Ouest une sorte de phobie, de peur, du doute, de crainte à l'endroit des populations anglophones en créant, on a vu en Bangourin, des brûlures de maisons, on a vu à Baganté, le professeur Ngana le disait très bien, une moto volée, le simulacre d'une moto volée à partir de laquelle on devait prendre une grosse pierre pour jeter sur un anglophone. Ce genre d'événement
préparait peut-être déjà à une condamnation de M. Ayoub Tabé qui devait amener à préparer au cas d'un déplacement, d'un exode de population du Nord-Ouest à une forme de crainte à l'endroit de ces populations pour amener ici à ne pas les laisser, à ne pas créer de la sympathie à leurs problèmes afin de ne pas les laisser s'unir autour d'un projet que le gouvernement pouvait peut-être penser dans son esprit. Donc, pour moi, il y a un sentiment de rejet qui est une conséquence, qui est peut-être la première conséquence même de ce déplacement des populations du nord et du sud-ouest. Le rejet, pourquoi? Le rejet parce que dans leur déplacement, dans les zones qui vont les accueillir, on a déjà créé un sentiment de désunion à leur endroit qui fait qu'on n'accueille pas ici des populations qui se peinent, qui souffrent, mais on accueille l'ennemi. On accueille l'ennemi qui a volé la moto, qui a déjà eu à brûler des maisons. On accueille quelqu'un qui est dangereux pour la nation. Et donc, voilà des gens qui souffrent, mais qui se déplacent dans le rejet et qui se déplacent vers des endroits où on les accueille avec mépris et hostilité. Et ce n'est pas pour arranger la situation. Donc, la deuxième conséquence que moi je vois à travers leur déplacement, c'est le sentiment d'abandon. Ils sont abandonnés à eux-mêmes, ils sont abandonnés par tout le monde. Et le fait de ne pas aller vers des négociations, vers le dialogue, les cristallise encore dans le sentiment d'abandon, comme quoi on refuse d'aller vers peut-être ce qui aurait été la seule alternative qui pouvait donner une voie d'espoir. Donc, on se sent abandonné à travers donc la condamnation et le déplacement qu'ils sont en train de mener aujourd'hui. Et le troisième point donc ici, c'est l'exode vers l'inconnu. L'inconnu, c'est quoi? L'inconnu, c'est le sentiment de se déplacer sans savoir de façon matérielle comment est-ce qu'on fera dans un avenir proche pour se vêtir, pour envoyer les enfants à l'école et pour même bâtir son propre avenir. C'est ça l'inconnu. On n'a aucune solution. Donc, c'est l'absence de la lumière, ce sont les ténèbres, l'absence de Dieu. Donc, Dieu devient absent. C'est ça l'inconnu. Donc, ils sont en train d'aller vers un exode, mais l'exode vers rien, puisqu'il n'y a aucune solution concrète à leurs problèmes. Et donc, à travers ces 3 points que je soulève ici dans ton direct, chère combattante, il est question pour moi d'appeler à travers ces 3 points qui sont le rejet, comme je l'ai dit, le sentiment de rejet, le sentiment d'abandon et par la suite l'exode vers l'inconnu. Il est question ici donc d'appeler toute la famille combattante à trouver d'abord par des directs le moyen de rassembler un certain nombre de fonds qui ne seront sans doute pas suffisants, mais surtout dans l'optique de leur manifester notre sympathie. Ce ne sera peut-être pas suffisant, mais peut-être nécessaire pour leur montrer que leur souffrance est notre souffrance. Ça, c'est très important. Et par la suite, il faudra surtout peut-être aussi, à travers des directs, essayer de voir comment on pourra au mieux dézombifier la population francophone dans les zones où nos frères anglophones sont partis ou sont en train de partir, à travers des directs éducatifs, d'émancipation, pour les éduquer de façon à ce qu'ils comprennent que ce sont leurs frères qui sont en train de se déplacer, de façon à ce qu'ils ne se mettent pas dans une logique de rejet. Et ce genre de direct, donc, pourrait amener à descriper un peu la situation afin d'éclaircir un peu les nuages sur la tête de nos frères anglophones. Donc, je termine par là sur le déplacement de nos frères anglophones vers les zones francophones. Maintenant, comme tu l'as si bien dit en ce qui concerne le professeur Ngana et le professeur Niamsi, tu as très bien dit que nous ne sommes pas pour supporter ce qui se passe. Nous les aimons et nous aimerons que cette situation soit apaisée. Il n'est pas question pour nous d'essayer de mettre un peu plus d'essence dans le feu. Non, parce que ce n'est pas important pour le combat, ce n'est pas important pour la révolution. Ce sont tous deux grands leaders qui ont chacun sa façon d'entrer dans le combat, sa façon de décrire, de décortiquer, d'analyser et d'entreprendre ses actions. L'un est philosophe, très grand philosophe,
et l'un est littéraire. Donc, ils utilisent chacun deux voies différentes d'actualiser leur combat. Pour le littéraire, il va utiliser des formes qui sont propres à sa formation, et le philosophe aussi d'ailleurs, qui va utiliser des formes qui sont des formes de lumière, des formes d'éclaircissement, de clairvoyance. Et donc, pour moi, de par son génie, le professeur Ngana utilise les actions concrètes d'abord, d'une part, et puis il essaye au maximum d'éveiller la communauté bamileke. Pourquoi? Parce qu'il a si bien compris, comme le professeur Niamsi d'ailleurs, que tout le régime Biya s'appuie d'abord sur la communauté Boulou, et ensuite que le régime s'appuie sur des intellectuels à majorité Boulou pour pouvoir asseoir l'essentiel de sa politique. Et donc, ce régime a donc désormais une base arrière solide qui lui est vouée à pratiquement 99% et qui est essentiellement tribale. Donc, dès lors que le professeur Ngana comprend cela, il essaye au mieux de réveiller sa communauté puisqu'elle est désormais pratiquement la seule communauté au Cameroun capable, à travers son organisation sociale, s'organiser pour faire barrière face à, je vais dire, à cette barbarie qui s'est pratiquement généralisée face à l'asservissement général de l'ensemble des autres communautés au Cameroun. Donc, M. Ngana l'a très bien compris et il essaie donc de s'appuyer dessus. Il ne s'agit en aucun cas pour lui de tribalisme ou encore de tribalisation. Et le professeur Niamsi, par contre, lui, il essaie de faire comprendre aux uns et aux autres qu'il est important dans la passion du combat de ne pas mal interpréter les propos des leaders et de plonger par ignorance dans une forme de détestation ou de tribalisation du combat en soi, parce que ce n'est pas aussi ce que Ngana en demande dans ses propos. Donc, nous les aimons tous, comme tu l'as si bien dit, et nous espérons que dans l'avenir, les choses s'apaiseront pour qu'ils puissent nous éclairer au mieux et nous amener à bon port dans la suite du combat. Donc, je te remercie beaucoup pour m'avoir passé la parole et bonne continuation. Merci. Merci beaucoup, Maxime. Merci et à la prochaine. Je t'attendrai toujours. Je t'attends pour... Merci beaucoup. Et je demande à la présidente des Amazones d'essayer de Bertil Okami. Elle pourra intervenir parce que il faut que les femmes parlent cette fois-ci. Les femmes parlent parce que nous allons au niveau de Bruxelles pour le chassement. Oui, Bertil Okami, si tu peux m'envoyer ta demande. Bertie, je ne vois toujours pas ta demande. Bertie, écris pour que je t'envoie la caméra. Juste un message. La présidente des Amazones aussi, si elle peut s'apprêter. Comme ça, tout droit, voilà. Bertil Okami, bonsoir. Salut à toi, Diane. Comment tu vas? Ça va bien? Super. J'ai suivi le live de bout en bout. Ça, c'est super intéressant ce que tu fais. C'est important de venir comme ça de temps en temps dans le live soutenir ton initiative. En attendant que tu puisses aussi avancer. Mais j'espère que quand tu vas devenir star sur la toile, tu ne vas pas nous oublier. Hein? De quoi tu parles là? Il y a des grands champions qui sont devenus des grands maintenant, là, même pour leur dire bonjour, c'est plus facile. Hein? Ah non, non, Betty. C'est pas la Scavania, mais c'est la résistance qui est importante. Je passe à autre chose, en fait. C'était pour rigoler un peu.
Ah, même si c'est pas faux. Alors, ce que je voulais dire, c'est quoi? Je suis très, très remonté. Avant ça, j'aimerais déjà saluer le passage du général chez nous. J'aimerais saluer également le passage du frère Max. Je ne sais pas si c'est Max ou c'est Max. Maxime. Le frère Maxime, voilà. Très, très belle intervention de sa part. Très, très belle analyse même d'ailleurs. Alors, les gens comme ça, souvent, il faut les laisser parler, tu laisses que ça coule, même si parfois ils parlent beaucoup. Les gens comme ça, tu les laisses aller au bout parce que c'est des gens généralement qui ne parlent pas beaucoup. Mais quand ils prennent la parole, c'est pour dire quelque chose de beau et de constructif. Généralement, je pense qu'on a besoin des gens comme ça dans nos lives et non de tout le temps prendre les mêmes personnes, de tout le temps prendre les têtes qu'on connaît déjà. Il y a des gens parfois qui sont derrière, qui ne sont pas forcément des blogueurs, mais qui ont des choses importantissimes à nous apporter dans ce combat. Donc, je vais commencer par saluer l'initiative, saluer également le passage de ces deux frères et je vais revenir sur les sujets qui me préoccupent ces derniers temps et qui me gênent énormément parce que il y a eu tellement d'affaires ces derniers temps, je me pose trop de questions. Quand je regarde les gens sur la toile en train de s'entre-déchirer, je vois des gens sur la toile qui sont dans le positionnement. Je regarde l'attitude de certains camarades de combattants qui ne pensent plus au professeur Maurice Kamto, pour qui ils sont sortis d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas perdre de vue que la majeure partie des gens qui sont dans le combat aujourd'hui, c'est les gens qui n'étaient pas dans le combat hier. La majeure partie des gens qui sont dans le combat actuellement, ce sont des gens qui sont descendus dans les rues, qui ont commencé à militer, qui ont commencé à manifester, qui ont même commencé à organiser des lives à cause d'une seule personne, Maurice Kamto, son excellence. C'est ce monsieur qui a poussé les Camerounais dans les rues, du moins beaucoup de Camerounais, beaucoup de combattants que nous reconnaissons aujourd'hui. Ils sont dans les rues simplement parce qu'il y a eu à un moment donné de l'histoire un Camerounais au CV long comme les bras, un monsieur qu'on ne présente plus, qui a dit non et qui s'est levé pour dire non à l'injustice dans notre pays. Il s'est mis en face d'un régime satanique, un régime qu'on sait d'ailleurs à ce niveau-là qui excelle, c'est-à-dire un régime qui écrase tout à son passage. Il a pris ce risque-là. Aujourd'hui, je me pose des questions. Même s'il est important qu'à un moment donné de l'histoire d'un pays, que des personnes comme lui se lèvent et prennent la parole au nom du peuple, je me demande quelque part si Maurice Kamto n'a pas commis une erreur de se lever et de se battre pour un peuple aussi con, pour un peuple aussi égoïste, pour un peuple aussi idiot. Je me pose des questions. Je me demande si c'était peut-être moi, j'aurais pu faire quelque chose pareil. Avec le CV de ce monsieur, il suffit simplement qu'il fasse le tour du monde, il donne des conférences à 10 000 euros, à 25 000 euros, à 30 000 euros. Je rappelle que les grands milliardaires que vous voyez, des gens qui ont réussi dans le monde de l'industrie, les gens partent jusqu'à payer 500 000 euros, voire 1 million d'euros, juste pour avoir un déjeuner de 20 à 30 minutes avec eux. Parce qu'en 20-30 minutes, ce que tu peux obtenir. Mais quand je me rends compte que quelqu'un comme celui-là a laissé tous ses avantages, il a laissé son bon mâchoiron, il a laissé son bon vin rouge, il a laissé tout ce qui est bon à côté de lui, il a laissé son luxe dans les hôtels d'Europe, il a laissé son luxe même un peu partout en Afrique pour donner sa vie à son peuple. Et aujourd'hui, on a des gens sur la toile d'un qui sont dans une lutte, des luttes intestines, qui n'apportent rien du tout au combat que nous menons. Il y a des gens qui sont quelque part, qui n'ont jamais manifesté, des gens qui ne s'intéressent pas à ce que nous faisons actuellement, mais qui sont quelque part, ils ont déjà préparé tous les pions, ils ont déjà préparé leurs valises, que dès que Biya tombera, ils seront les premiers à sauter dans l'avion pour aller au Cameroun et disputer les postes. Ils sont dans le positionnement. Ils sont dans les beaux quartiers de Paris. Ils sont dans les beaux quartiers de Londres, dans les beaux quartiers de Genève. Ils ne se prononcent jamais sur la situation du Cameroun. Mais ce sont eux qui sont derrière, ils se préparent pour aller s'asseoir et manger, continuer à se gaver comme Biya l'a fait pendant plus de 50 ans aujourd'hui. Nous sommes dans une situation chaotique. Et il faut que les gens apprennent à se lever pour dire non à l'injustice. Je pense que jusqu'ici, le nombre de Camerounais qui s'indignent est lamentable, est insignifiant.
La dernière fois encore, dans l'un de mes posts, comme ça, à la va-vite, je me demandais que deviendrait ce combat si les enfants des Camerounais nés en Europe venaient nous joindre dans ce combat. Que deviendrait ce combat si ces gens-là venaient se mettre avec nous? On a des enfants camerounais qui sont nés en Europe, qui ont 20 ans, qui ont 30 ans, qui ont 40 ans, d'autres qui ont 25. On a des jeunes Camerounais nés, grandis en Angleterre, aux États-Unis, un peu partout. Mais c'est quelque chose d'incroyable parce que jusqu'ici, on a beaucoup de Camerounais qui sont bien sûr des blédards comme nous, qui sont venus juste se chercher, qui essayent quand même de faire le maximum, qui essayent de donner pardon, le minimum pour que les choses puissent changer, pour essayer de bouger les lignes, non seulement en Europe ici, mais surtout au pays. Mais en même temps, on se rend compte que les enfants qu'ils ont accouchés en Europe ne suivent pas les pas. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du nègre? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des Noirs que nous sommes? On a vu les Algériens récemment. Les Algériens nés, moi j'ai des camarades à mon boulot, ils ont 40 ans, ils sont nés, ils ont grandi en France, ils parlent français, et même quand ils parlent français, au fond toujours, il y a un accent arabe qui ressort. Je lui dis, mon frère, tu es sûr que tu es? Il me dit, monsieur, voilà ma pièce d'identité. Il me montre, il est né à Barbès, l'autre me montre, il est né à Boulogne-Billancourt. Ils sont nés, ils ont grandi en France. Mais ils parlent de leur pays tous les jours. J'en connais même un qui n'a jamais mis les pieds en Algérie. Mais il me parle de l'Algérie tous les jours. Il connaît les coins des quartiers en Algérie sans jamais avoir mis les pieds. Ils s'intéressent à leur continent. Mais il n'y a que nous qui pensons que parce qu'on est né en Europe, on est européen et qu'il faut abandonner ses origines. Il faut qu'on mène, il faut qu'on axe le combat à ce niveau, essayer de rassembler le maximum de personnes à notre cause et surtout, je pense que tout ceci part de la base. Ça devrait d'ailleurs partir de la base que les Camerounais qui sont en Europe, qu'ils essayent au maximum d'inculquer certaines valeurs à leurs enfants. Je prends l'exemple de ces deux pays pour faire comprendre aux gens que quand il y a une affaire en Algérie qui touche un Algérien, tous les Algériens confondus, que tu sois né en Europe, que tu sois né en Algérie et que tu es venu te chercher en Europe, il n'y a aucune différence à ce niveau. Mais voilà quelque chose d'assez important, quelque chose de fondamental que les gens n'ont surtout pas remarqué. Je suis revenu dessus plusieurs fois dans les directs. Pourquoi les Camerounais nés en diaspora ne s'intéressent pas à ce combat? Il n'y a que quelques rares que j'ai vus une fois, que j'ai vu à la marche. Il y a un très boni qui est avec nous, heureusement, et il y a un autre wesh là que je vois souvent dans les quartiers, un peu partout. Il vient tout le temps à la marche avec une moto comme ça. Mais le mec, c'est un truc incroyable jusqu'ici. J'ai du mal. Je prends ces exemples-là, pourquoi? C'est pour que les gens comprennent que la place que les Noirs occupent aujourd'hui dans le monde, c'est une place que nous méritons. Si les gens se moquent de nous, les gens nous humilient partout. On est passé récemment du cas Mamadou Barry, le docteur, assassiné à 31 ans, pour un autre cas encore d'un jeune Congolais qui est décédé à Dono. Il a pris plus de 14 coups de couteau, je crois. Il y a eu une bande d'Arabes qui s'est attaquée à lui. Et voilà, le mec a pris des coups de poignard partout. Il est décédé. On avait fait une marche blanche pour le frère, le docteur Mamadou Barry. Maintenant, on est en train d'organiser une nouvelle marche blanche pour le frère congolais. On ira comme ça jusqu'où? Je prends ces exemples-là sur le plan continental pour que les gens comprennent. Je ne suis pas toujours obligé d'axer tout sur le Cameroun et m'intéresser au combat du hold-up électoral, même si c'est de ça qu'il est question ce soir. Mais je pars un peu de certains exemples, je prends certains exemples un peu dans les autres communautés, ou du moins dans la communauté africaine plus globalement, pour que les gens comprennent que l'heure est grave. Si nous ne pouvons pas déjà nous-mêmes soutenir nos enfants qui sont en train de souffrir dans les régions anglophones, regardez ce qui s'est passé récemment et les Noirs veulent qu'on les respecte. Je suis de ceux-là qui pensent que le respect dans ce monde se mérite. Les Chinois, on les piétinait. Les Asiatiques, pour la plupart, on les piétinait il y a quelques années, il y a quelques décennies. Maintenant, ils sont respectés partout dans le monde. Regardez, je suis allé récemment faire, j'ai réalisé un petit reportage comme ça de 20 minutes dans la ville de Belleville, qui est aujourd'hui une ville chinoise en plein cœur du 10e arrondissement de Paris. Ça appartient à la communauté asiatique. Les Chinois, Pakistanais, tout ce que vous voulez, ils ont fait leur quartier là-bas. Ils ont tout pour eux. Personne ne vient les embêter. Mais on a des gens au Cameroun qui voient la situation dans les régions anglophones.
les violences inouïes, des mamans qui souffrent, des vieillards qui sont brûlés dans des maisons, des enfants qui sont tués. Je pense à la petite Martha qui n'avait que 4 mois, qui a pris des balles dans sa tête. Quand on se comporte comme des animaux de la sorte. Et tu as des gens aux alentours de ces 2 régions anglophones qui ne sont pas capables d'ouvrir leurs portes à leurs frères anglophones qui sont en train de fuir la guerre. Il y a des gens qui ne sont pas capables de se lever et aller tenir la main à ceux-là et leur dire « Venez habiter chez moi, le peu qu'on a, on va le partager ensemble. » Et on parle de solidarité africaine. Cette solidarité africaine, à mon sens, a disparu depuis longtemps, depuis très longtemps. Et parfois, on observe quelques bribes de solidarité, mais ici, c'est des solidarités bien mesurées, bien calculées. Tu verras toujours que ça sera un noir musulman qui soutient son frère noir musulman. Ça sera un noir chrétien qui soutient son frère noir chrétien comme lui. Ça sera certainement un Bamileke qui soutient un autre Bamileke. Ça sera un Boulou qui soutient un autre Boulou, comme c'est le cas chez nous. Ça sera certainement un Kikuyu qui va peut-être soutenir son frère. Ça sera de l'autre côté un Fan qui soutient l'autre. Il faut que cette communauté se remette au travail. Il faut qu'on voit certaines choses, certaines vérités en face. Il faut que ce peuple, le peuple noir, se remette en question. Il y a des milliardaires Bamileke, il y a des milliardaires même anglophones qui ont des milliards, des milliards et des milliards. Ce sont les mêmes qui vont aller voter des lois à l'Assemblée nationale pour faciliter leur business, pour se remplir les poches. C'est les mêmes qui ne voteront jamais une loi pour permettre aux populations les plus pauvres à accéder peut-être aux soins, à accéder peut-être à l'éducation, à accéder à ci ou à ça. C'est les gens qui ne voteront jamais les lois qui vont à l'encontre de leurs intérêts. Où est passée la solidarité africaine? Je pense que l'heure est grave, même si les gens sont dans des faux débats de Franklin Nancy, Patrick Nganang et tout. Je vais peut-être revenir dessus, mais je pense pour moi c'est un problème subsidiaire. L'heure est grave. J'invite, et j'aimerais passer à travers passer ce message dans ce live, j'aimerais inviter tous les Camerounais, où qu'ils se trouvent. Je ne parlerai pas simplement des Camerounais de la diaspora qui ont des maisons au pays, je parlerai et j'appellerai ici tous les Camerounais où qu'ils se trouvent. Pour ceux qui ont un domicile quelque part, pour ceux qui ont une maison quelque part qui est en train de chômer, comme on dit chez nous. Prenez ces gens et logez-les, donnez-leur. Logez-les, ne serait-ce que les loger, c'est déjà suffisant. Et nous sommes en période de pluie. Les enfants sont dehors, il pleut sur eux. Les mamans, les grands-pères et autres sont dans des difficultés, sont dans des conditions inacceptables. Et nous laissons faire. Bientôt, on va entendre que les Européens ont envoyé une ONG pour venir aider nos propres populations sur notre propre sol. Pendant ce temps, que font les Camerounais? Que font les plus riches anglophones? Dieu seul sait le nombre de milliardaires qu'il y a dans ces régions. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour ces populations jusqu'à maintenant? D'autres sans compter ceux qui sont au Nigeria. Et les Blancs viendront le faire. C'est les mêmes qui vont se plaindre que à travers ces ONG, on vient espionner le continent africain. Mais si nous-mêmes, nous avions d'abord fait quelque chose pour nous-mêmes, pour nos propres populations, pour nos frères, on n'en serait pas là avec ces ONG qui polluent, qui pullulent un peu partout en Afrique et qui viennent espionner en même temps le système pour renvoyer ces mêmes informations à l'Occident, qui encore retravaille tout dans des laboratoires de géostratégie en Europe pour davantage nous asservir. Si les gens ne se remettent pas eux-mêmes en question. Regardez les conditions dans lesquelles vivent ces populations. Moi, j'ai vécu à l'Ouest Cameroun. Je connais pas mal de maisons. Je vais prendre l'exemple pour la petite ville où j'étais, la petite ville de Tonga, sans compter d'autres villes à l'Ouest Cameroun. J'invite ceux-là à recevoir des gens dans leur maison. Je connais des multimillionnaires Bamileke qui sont à Douala, Yaoundé, qui ne mettent pied à l'Ouest que quand ils vont aux funérailles. Ils ne mettent pied à l'Ouest que quand ils viennent faire peut-être leur coutume. Ils ne mettent pied à l'Ouest que quand ils viennent enterrer les gens pour la plupart du temps. Vous avez des maisons de 8 pièces, de 12 pièces, de 15 pièces. Il n'y a personne à l'intérieur. Logez-moi ces gens. Prenez ces gens-là, mettez. Moi, j'ai vu des maisons à l'Ouest qu'on suppliait même. Il y a certains
certains nordistes qui étaient là-bas, qui soit élevaient les bœufs, des trucs comme ça, et qui vivaient dans des grosses maisons là-bas gratuitement. Parce que l'Ouest, il n'y a pas beaucoup de monde déjà. La plupart des Bamileke sont déplacés dans d'autres régions du pays pour se chercher. Ils sont généralement à Douala, Yaoundé, un peu partout, à l'extrême nord, partout. Ils se cherchent là-bas. Mais l'Ouest, c'est un peu comme l'endroit où, c'est ce que d'ailleurs je décriais dans l'un de mes directs. Pourquoi toujours venir à l'Ouest quand il y a des funérailles? Pourquoi venir à l'Ouest? Pourquoi ne pas ouvrir des grandes entreprises à l'Ouest parce qu'il y a des populations qui ne demandent qu'à travailler? Pourquoi aller investir ailleurs où on nous traite d'étrangers? Pourtant, on a nos propres terres où on peut investir. Et c'est un gros problème. Et tôt ou tard, les Bamileke vont le regretter. Donc, je reviens sur ce cas-là pour dire qu'il y a tellement à faire. S'il y a une véritable chaîne de solidarité, on va parvenir à absorber tous ces femmes et enfants qui sont en train de souffrir. Et voilà aussi le problème du Bamileke quand il faut dénoncer. Dénonçons. Laissons l'affaire qu'entre nous, Bamileke, on va se dire, ah, c'est quand même les frères. De toute façon, je n'ai jamais été de ceux-là qui pensent que parce qu'on est Bamileke, il faut se taire. Ces milliardaires qui ont des grosses agences de transport au Cameroun, c'est en ce moment que vous devez être solidaire de ces gens qui souffrent. Mais on a vu des agences de transport qui prenaient d'habitude de 2500. Bamenda Yaoundé, c'est passé de 2500 à 15 000 francs. Bamenda Yaoundé à 15 000 francs. Les gens sortent des zones de guerre. Les gens sortent de la misère. Les gens sortent même des situations, même où ils ont pu se sauver même de ces situations-là extrémistes. C'est des gens qui, à un moment même, sont des survivants. Parce qu'on tire sur les gens là-bas tous les jours. Ils arrivent à s'enfuir, ils viennent à Bafoussam, ils veulent se déplacer peut-être à Douala, à Yaoundé. On multiplie le prix par 5 fois 6. On est quel genre de peuple? Et les gens veulent qu'on respecte les nègres. Nous ne méritons aucun respect. J'ai ce problème-là avec mes collègues de service. Je leur rappelle que quand je vois votre attitude vis-à-vis des camarades de service, des collègues de service qui sont arabes ou qui sont blancs, je comprends pourquoi on peut marcher sur vous parce que vous ne vous comportez pas comme des personnes dignes. Je le rappelle tous les jours. Bamenda Yaoundé, 15 000 francs, vous avez vu ça où? Bafoussam qui est à côté, Bafoussam, Bamenda, ça fait 800 francs, parfois 1000 francs. Ils sont passés de 800 000 francs à 6 500. Ça dit qu'on profite de la misère de nos frères anglophones pour se remplir les poches. Et on a le même gouvernement qui est là, qui observe, qui ne dit rien. Dans ces régions-là, les gens n'ont pas de problème de nourriture. Les gens n'ont pas de problème de nourriture dans ces régions. En dehors du fait qu'il y ait peut-être la guerre qui empêche les gens de vaquer à leurs occupations, qui empêche les populations d'aller cultiver, on a des terres là-bas qui sont des terres assez fertiles. À l'ouest, personne ne meurt de faim. Ils ont des réserves dans des greniers partout pendant des années. On a du haricot, on a du maïs, on a tout ce qu'il faut pour être à l'est. On a le minimum à l'ouest Cameroun. Comme d'ailleurs dans toutes les régions d'Afrique. Je ne connais pas un seul endroit en Afrique où les gens meurent de faim. Si les gens meurent de faim quelque part, dans un lieu précis en Afrique, c'est justement parce qu'il y a eu certainement une très forte sécheresse, il y a eu une catastrophe peut-être naturelle, ou peut-être il y a eu une guerre, et de ce fait, il y a des déplacés qui à un moment ne peuvent plus aller au champ peut-être cultiver. C'est comme ça qu'en Afrique, on arrive à trouver des endroits où les gens ont du mal à se nourrir. Et encore, c'est souvent possible dans des régions sahéliennes. Mais on est là dans la région équatoriale, on est dans des zones de forêt. Les gens n'ont pas faim. Il suffit de prendre le petit haricot que tu as chez toi, le petit maïs que tu as, tu prends un, deux frères anglophones, tu l'accueilles chez toi. C'est comme ça qu'on a aussi accueilli beaucoup de nos parents bamileke qui fuyaient à l'époque la guerre à l'ouest du Cameroun, qui se sont enfuis vers les régions du Mungo. Ceux qui étaient sur le terrain déjà là-bas, ceux qui sont des mots, ceux qui sont des arbres et tout ce que vous voulez, avaient accueilli nos parents qui fuyaient la guerre à l'ouest Cameroun. Ceux qui sont là doivent, d'une manière ou d'une autre, voler au secours de nos frères anglophones qui sont en difficulté. Je pense que c'est même le plus urgent. L'histoire de Nganang, il n'est pas obligé de s'entendre avec Franklin Nyamsi. Franklin Nyamsi n'est pas obligé de s'entendre avec Patrick Nganang, même si j'estime que c'est deux braves personnes qui peuvent apporter
un plus dans le combat que nous menons, évidemment. C'est des gens qui, à un moment, oui, ont des brillantes analyses. C'est des gens qui peuvent apporter un plus dans le combat que nous menons. Personne ne peut le nier. Mais après, pour moi, de façon honnête, c'est pas parce qu'on est professeur, c'est pas parce qu'on a des gros diplômes qu'on est mieux placé pour diriger. Parce que j'ai vu récemment les gens qui demandaient à quand votre candidature pour être président au Cameroun. C'est justement ça qui a trompé le peuple. C'est justement ça qui fait que l'Afrique aujourd'hui est à genoux. L'Afrique, berceau de l'humanité de toutes les civilisations, a bâti les civilisations, c'est-à-dire les plus brillantes de l'histoire de l'humanité, sans avoir besoin des gens qui ont fréquenté à Sorbonne, à Harvard et autres. Ces universités-là, d'ailleurs, n'existaient pas. Et la toute première université dans l'histoire, c'est l'université de Tombouctou, au Mali. Toutes ces universités qu'on cite aujourd'hui n'existaient pas. Et on avait déjà des rois, des empereurs à l'époque qui avaient bâti les civilisations les plus brillantes de l'histoire. Il y a encore jusqu'à aujourd'hui les restes de ces civilisations. Donc, pour moi, aller à Harvard, avoir un bac plus 25, pour moi, ça ne signifie rien. On a bien qui a eu, je ne sais pas, une licence. On a tous ces ministres-là qui sont sortis de la Banque mondiale, les Simi Meignet, tous ces gros voleurs, tous ces gens qui dirigent le Cameroun à l'heure actuelle, c'est des gens qui ont été tous à la Sorbonne, à Harvard, à l'Université de Francfort. Ils ont été dans les plus grosses universités du monde. Et ce sont eux qui ont contribué à mettre notre pays, je ne dirais même pas à genoux, parce que le Cameroun est carrément au sous-sol à l'heure actuelle. Donc, pour revenir sur le cas de nos frères anglophones, c'est ce qui est d'ailleurs le plus préoccupant. Je pense qu'il faut que les populations se mobilisent. C'est très, très important. Je vais donc passer vite fait sur le cas du frère Siewe, en souhaitant que peut-être que les choses avancent pour lui, qu'il soit libéré dans un futur proche. Je vais rebondir sur ce que le général Esch nous disait tout à l'heure. Les Camerounais d'Allemagne, certainement, ont fait le nécessaire. Ils ont fait tous les déplacements. Ils sont allés voir, il a parlé de quoi le Bundestag, ce qu'ils disent chez eux là-bas. Je ne sais pas, le Parlement allemand. Ils ont fait des déplacements du moins auprès des autorités allemandes chargées de gérer ces cas. Il n'y a pas, il a dit en fait, il a dit ceci que oui, le nécessaire est en train d'être fait. Il y a un problème de diplomatie, il y a un problème de ci, il y a un problème de ça. Je vais être plus clair, je vais être véridique, je vais aller droit au but. Il ne s'agit pas de ça en fait. Le problème, c'est que notre frère Siewe est un nègre. C'est ça la vérité. Il ne faut pas se cacher là-dessus. C'est encore une preuve que aller ramasser toutes les nationalités étrangères, aller ramasser la nationalité américaine, française, australienne, à partir du moment où vous êtes nègre, vous n'êtes pas une priorité pour eux. Vous n'êtes pas une priorité pour eux. Pour ceux qui ne comprennent pas l'histoire et la trajectoire des Noirs dans l'histoire de l'humanité, ceux qui ne comprennent pas que nous sommes ceux-là qui sont au plus bas de l'échelle et que quand on a besoin de nous, on se sert de nous. Le lendemain, quand on n'a plus besoin de nous, on peut nous foutre à la poubelle. C'est le cas du frère Siewe, un ingénieur brillantissime qui a une belle carrière d'ailleurs, je crois, à Siemens et tout. On l'a abandonné pour une simple raison, c'est que ce monsieur est un nègre. Si c'était un Allemand blanc, je pense que jusqu'ici, il aurait été déjà libéré. Pour eux, ils se disent que de toute façon, il a la nationalité allemande, mais il ne nous sert pas à grand-chose, simplement parce que bon, c'est un nègre. C'est ça la vérité. Les Camerounais vont beau se bouger, ils vont faire ce qu'ils peuvent faire. Évidemment qu'il faut le faire. Il faut quand même bouger. Il faut qu'on montre aux Allemands que oui, on n'est pas content, on a un frère qu'on a arrêté injustement. Mais derrière, il ne faut pas oublier une chose, c'est que Siewe, notre frère Wilfried, est un nègre. Pour attaquer la Libye à l'époque, quand il y avait cette guerre permanente entre Muammar Kadhafi et les autres puissances et les puissances étrangères, pour le nègre qui avait été choisi, ce n'est pas un hasard. Il faut que les Noirs étudient leur histoire jusqu'à épuisement pour comprendre. Les Américains ont des Blancs, les Américains ont des Noirs, les Américains, il y a des Chinois américains, il y a des Japonais américains, tout ce que vous voulez, il y a des Asiatiques américains. Mais ils ont choisi la cible, c'est-à-dire que l'avion qui devrait aller bombarder le palais de Muammar Kadhafi était piloté par un nègre. Ce n'est pas le fait d'un hasard. Il y avait bien sûr des Blancs, il y avait beaucoup d'autres. Mais comme ils ont besoin de se débarrasser à un certain moment des nègres, c'est pareil avec l'histoire des Buffalo Soldiers dont on parle. Bob Marley le chante. On parle de l'histoire des Buffalo Soldiers. On sait très bien que
tous ces gens étaient des Noirs qu'on envoyait en premier lieu, c'est-à-dire que c'était des chairs à canon qu'on envoyait devant pour dire que, OK, quand il allait en guerre, je vais dire, on les envoyait comme chairs à canon et les Blancs étaient derrière. C'est l'histoire des Tcharoyés, c'est pareil. On va remonter même un peu plus dans l'histoire même de France, où ils vont dire que les Français ont participé à la libération des États-Unis. Les Français blancs n'ont pas participé. La vérité, c'est que ce sont des Noirs, dits Français, qui ont participé à la libération. Il faut que les gens comprennent certaines choses. Les affaires de nationalité, peut-être, ça va faciliter le visa pour aller aux États-Unis, au Japon, faire le tour du monde sans avoir besoin de se casser la tête. Mais je rappelle ici que le cas de Sioué, c'est justement parce que c'est un nègre. Donc, pour clôturer ici, je vais parler également de l'assaut final et j'invite le maximum de Camerounais à s'y rendre. Moi-même, je serai présent. Donc, j'ai abordé ici tous les sujets que je trouvais utiles pour ce soir, les sujets les plus importants à mon sens. Et j'aimerais, à travers ce live, inviter également le maximum de personnes à se mobiliser. Il ne faut pas qu'à un moment, les gens pensent que comme il y a eu un essoufflement, ça veut dire que le combat est fini. Non, le combat ne fait que commencer. La période d'essoufflement, parfois, oui, ça peut arriver. Parfois, on va dire que c'est normal. Mais n'oubliez pas une chose, le combat n'est jamais terminé. Le combat n'est pas mort. Il y a eu une période d'essoufflement et tout est en train de repartir de plus belle. Donc, il faut que les frères et sœurs mettent à côté leur orgueil, ils mettent à côté leur ego et qu'ils travaillent avec les autres dans le but d'atteindre ce régime en place, dans le but de dégager ce régime en place qui pourrit la vie des Camerounais depuis bientôt 4 décennies. Merci à toi, Raïssa, et beaucoup de courage dans la suite du live. Voilà. Merci beaucoup, Bertilo Camille. Merci pour ton précieux temps. Je ne vais pas terminer sans passer le bonsoir à toute la famille Corps. Voilà. Merci bonsoir, à toi et bon live. Merci. Merci, Camille. Merci pour ton temps que tu m'as offert. Merci beaucoup. Déjà prête. Si elle est prête, qu'elle essaye de m'envoyer la demande et je la prends parce que après elle, peut-être une dernière personne, je ne sais pas, la présidente des Amazones, il faut que tu viennes essayer un peu de nous dire par rapport à tout ce que les Amazones vont faire et c'est que comment est-ce qu'on se prépare pour l'assaut final. Parce que c'est très important. C'est très important qu'on ait au moins 200 000 femmes au niveau de Bruxelles le 7 septembre pour l'assaut final. Pour l'assaut final, il nous faut 200 000 femmes. C'est très important. Je demande si l'Amazone en chef est là. Si l'Amazone en chef est là, qu'elle me fasse juste elle essaye de me laisser un message et puis j'épingle son message. Est-ce que l'Amazone en chef est là? Ok, chers Camerounais, comme je vous le disais tantôt, on est un peu trop laxiste. Le laxisme a pris le devant sur nous. Le laxisme a pris le devant sur nous et c'est dangereux pour l'avenir. Pour notre avenir, nous tous au Cameroun, soyons beaucoup plus matures dans tout ce qu'on fait. Essayons d'être beaucoup plus responsables. Chers Camerounais, l'heure est au bilan. Je vous ai toujours dit, le cerveau que vous voyez est une application. Vous pouvez voir des choses passer, mais il faut réfléchir à votre niveau. Réfléchissez-en. Pensez comment est-ce que vous pouvez, si vous êtes à la place de ces gens-là, ce qui peut vous arriver, chers Camerounais. Je ne sais pas si l'Amazone en chef est là. Elle essaye un peu de faire ci. Je ne sais pas. Est-ce que l'Amazone en chef est là? Je ne la vois pas. Je ne la vois pas. Chers Camerounais, on se donne rendez-vous dans la semaine. Plus précisément, samedi. Samedi à 20 h. Je vous reviendrai avec
d'autres informations. Restons focus. Parlons seulement combat. Soyons sages quand nous écrivons dans les directs de tous les combattants. C'est nous qui donnons un sens au combat. Soyons assez matures quand nous laissons les messages dans les directs des combattants. Ne cognez plus les têtes des combattants. Soyez responsables, chers Camerounais. Parce que plus vous écrivez mal, plus ça détruit le combat. Donc tous, le 7 à Bruxelles pour l'assaut final. Tous le 7 à Bruxelles pour l'assaut final. Et on a besoin de 200 000 femmes au minimum. Car c'est nous qui enfantons. C'est nous qui donnons naissance aux enfants. Bonne soirée.